Voilà, bonjour à tous, bon appétit, je vois que les estomacs travaillent déjà très très bien, c'est super. Bienvenue pour ce deuxième séminaire de la session 2022-2023. Alors aujourd'hui, on accueille Vincent Mathieu. Alors Vincent Mathieu, c'est un externe, il est permanent à l'université de Barcelone. Mais bon, il est quand même relié à l'UMONS puisqu'il a fait son doctorat ici, dans le département de physique, dans le service de physique nucléaire et subnucléaire. Alors, j'entends déjà les rumeurs et les ragots. Oui, on a invité 2 fois d'affilée une personne du même service. Et oui, en plus, c'est le service associé aux organisateurs, Gwendoline et moi. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, on vous promet, ce sera quelqu'un d'autre. Alors, à notre corps défendant, donc on avait invité Claude pour qu'il nous parle du prix Nobel parce que c'était simplement lui le mieux placé pour le faire. Et ici, on profite du fait que Vincent soit parmi nous, soit revenu d'Espagne pour simplement qu'il discute un peu avec nous de physique. Voilà, donc Vincent va nous parler d'une brève histoire de la physique des particules, de la physique nucléaire des particules. Donc il va aller il va partir des balbutiements de la physique nucléaire, donc de la radioactivité, et nous expliquer tous les développements qui ont eu lieu jusqu'à Gell-Mann et le modèle en quark, je crois. Ok ? Bon, j'ai déjà suffisamment parlé. Je laisse Vincent présenter. Je vous souhaite un bon séminaire et bon appétit. Merci Cyril. Voilà. Donc maintenant ça devrait aller mieux. Donc voilà, écoutez, je suis très content d'être ici, de revenir à la maison, parce que je suis d'ici, je suis de Mons à l'origine. J'ai aussi fait mes études ici à l'UMONS. Ça fait plaisir de revoir les copains, les mêmes têtes, avec un petit peu plus de cheveux gris, mais je te le dirai pas. Donc voilà, on va parler un peu de l'origine de la physique nucléaire, physique des particules, en partant de la radioactivité, comme Cyril le disait, jusque plus ou moins au modèle de quark, parce que si j'ai bien compris, l'année passée, Fabien Buisseret, qui est aussi un de mes collègues, lui, il est parti plus ou moins du modèle de quark pour expliquer ce qu'il y avait après. Donc, on va s'arrêter plus ou moins là où il a commencé. Donc, après mon exposé, je vous inviterai à revoir le sien. Je ne suis pas du tout un historien en physique, donc je ne promets pas de connaître tous les détails ou tout. Mais bon, n'hésitez pas à me poser des questions après l'exposé. Alors bon, quand on parle de l'origine, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai choisi de commencer par la radioactivité. Donc il y a certaines personnes, donc ici, voilà, vous voyez aussi le pointeur. Donc voilà, Becquerel et puis le couple le Curie, Skłodowska, qui étudiaient la fluorescence en fait. Qui étudiaient un peu cette espèce de rayonnement. Il y avait eux, alors il y avait aussi Rutherford, dont on va parler en détail, et le troisième type de rayonnement, c'était découvert par Pierre Villard. Alors bon, il faut vraiment faire attention que ici, donc ce sont des images que j'ai prises sur Internet, et évidemment quand je montre ça, je dis par là désintégration alpha, il y a personne qui est choqué parce qu'on a tous plus ou moins on sait ce que c'est. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, il faut se mettre à leur place et on n'a aucune idée de ce que c'est. Donc les dessins ne reflètent certainement pas ce que eux savaient. Donc eux voyaient des rayonnements et comment on peut faire pour les étudier. Donc ils savaient qu'il y avait une charge électrique, parce qu'une charge électrique, donc quand quelque chose est émis, on mettait un champ magnétique, ça tourne à droite ou à gauche, c'est chargé soit positivement, soit négativement. Donc ça, c'est une manière de déterminer la charge électrique. Alors Rutherford est celui qui a permis d'identifier les 3 différents méthodes, enfin les 3 différents principaux modes de désintégration. En fait, il s'est dit tiens, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qui se passe si je mets une feuille de papier? Et il s'est dit tiens, ce rayonnement-là, il est arrêté par une feuille de papier. Il y a rien derrière. Par contre, celui-là, lui, il passe. Et celui-là aussi. Donc il s'est dit, je vais appeler alpha celui-là, et puis celui-là bêta, et celui-là gamma. Sans savoir, après, on verra en fait qu'ils se sont rendus compte que ce sont des particules chargées 2 fois positivement, qui avaient les mêmes propriétés qu'un noyau d'hélium.
Donc, alors, ceci, donc, c'était vraiment le balbutiement de la radioactivité. Il faut savoir que quelques années auparavant, en étudiant l'électricité, il y avait donc les arcs électriques, on va dire, hein, en créant des différences de potentiel comme ça. Thomson avait mis en évidence l'électron, donc la charge élémentaire électrique. Et avait inventé plus ou moins un modèle qu'on va appeler rudimentaire maintenant, enfin, où il s'était dit, bon, ben, je sais qu'il y a des charges électriques des charges négatives ponctuelles. L'atome est neutre, il doit avoir des charges positives quelque part. Ça doit être une soupe de charges positives. Voilà. C'était son idée. Alors Rutherford s'est dit ouais, ok, mais ça en fait, maintenant que moi j'ai ma source de particules alpha ici, mais en fait ça, je peux m'en servir comme projectile. Et c'était ça vraiment l'idée pionnier de la physique nucléaire. Donc il s'est dit, bah, écoute, avec mes particules alpha, je peux en fait shotter, collisionner, je perds mon français, j'ai tous les mots en anglais qui viennent, et je dis bon, si le modèle de Thomson, en fait quand on fait en physique, on essaie toujours de faire des expériences, il faut toujours prédire pour voir un peu si on peut en déduire des conclusions. Donc il s'est dit bon, si ce modèle-là est vrai, si c'est vraiment une soupe homogène de charges positives, on s'attend à ce qui est quand on collisionne comme ça, comment tu dis ? On envoie, merci. On envoie des particules alpha. On s'attend à des déviations très petites. Mais Rutherford dit bon, on va faire ça. Mais au cas où, on va mettre un détecteur, mais un peu partout. Parce qu'il dit, tout le monde dit, mais ça va jamais rebondir. Ouais, mais on sait jamais. On ne sait jamais. Et si ça rebondit, ben bon, ce qu'on va voir, ben évidemment, ça rebondit. Donc il y a des particules. On va voir quelle fréquence. Hein, c'est pas souvent. Mais je dis, ben en fait, quelle interprétation on pourrait donner à ça alors ? Et donc Rutherford s'est dit, donc après on va parler de l'expérience dans une minute, mais donc après avoir vu qu'en fait les particules alpha parfois rebondissaient, c'est tout entre guillemets, hein, il s'est dit en fait les charges positives elles sont sans doute localisées à l'intérieur de l'atome. Et on va voir en fait qu'il a pu déterminer, donc en fait évidemment le nombre de collisions, si ça rebondit plus ou moins, s'il y a beaucoup de collisions à des grands angles, ça veut dire qu'il y en a un grand noyau, sinon c'est un plus petit noyau. Et on va voir en fait que il a même réussi à déterminer la taille de l'atome, une estimation de la taille de l'atome. Donc pas la taille du noyau, non seulement la taille du noyau, mais aussi de la taille de l'atome. On va voir comment. Donc dans son laboratoire, il pense à l'expérience. Et alors, je pense qu'il y avait Geiger qui était en sabbatique, il passait quelques années dans son labo. Il était déjà reconnu en Allemagne. Et il y avait Martsen, qui était un peu l'assistant. Alors, si vous regardez un peu les dates, vous vous rendez compte que Martsen, il allait sur ses 20 ans. Hein, donc, il avait votre âge, en fait, quand il a désigné, quand il a participé à l'expérience. Donc ils sont fait donc une source de alpha. Bon, avec un petit orifice ici. Ah, et pour envoyer des particules alpha sur cette feuille d'or. Et donc en fait, ce qui se rend compte, c'est que parfois, on va voir la fréquence, parfois, donc c'est reflété. Et donc c'est déjà le fait qu'il y a des particules qui sont renvoyées à grand angle, c'est déjà un fait important en soi. Mais Rutherford dit on peut encore faire mieux. On peut regarder un peu où ça s'envoie. Donc c'est-à-dire par exemple, on divise un peu le détecteur en unités d'angle solide. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notation d oméga. C'est des unités d'angle solide, c'est des directions, une unité de direction. Donc pour ceux qui sont moins familiers, voilà, c'est grosso modo une direction dans l'espace. Hein. Donc c'est une notation, hein, d sigma. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, mais au cas où.
Et donc, en fait, lui, il s'est dit, on peut calculer, et c'est ça, j'en profite en fait de ces considérations historiques pour en fait, parler un peu de considérations physiques, parler d'une quantité qui est très importante en physique, ce que l'on appelle une section efficace, parce qu'on va voir, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est mesuré expérimentalement, mais qu'on peut aussi calculer de manière théorique. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire de la physique. C'est quelque chose qu'on peut joindre les deux bouts. Et donc, la section efficace, c'est quoi? C'est rien de plus que en fait, le nombre de particules qui arrivent dans une direction donnée. OK? Alors là, vous allez me dire, oui, d'accord, mais plus j'envoie de particules, plus j'en ai qui vont sortir. Ah ouais, évidemment. Donc en fait, ça c'est une définition, mais pour être plus précis, en fait, on va diviser, on va renormaliser, je ne sais pas si ça se dit en français, par le nombre de particules entrantes. Alors le flux entrant, on appelle ça la luminosité en physique. Donc c'est le nombre de particules entrantes par unité de temps et par unité de surface, évidemment. Alors on va voir en fait que la section efficace, donc en français c'est section efficace, mais en anglais c'est un peu plus parlant, c'est cross-section. Ça veut dire que c'est transverse. Et section, c'est parce que c'est une aire en fait. Donc en fait c'est la section efficace, sigma, c'est juste l'aire dans laquelle il y a une interaction. Ok ? Donc c'est ça, et c'est une aire transverse, c'est une cross-section. Okay. Donc ça c'est vraiment le point de vue de l'expérimentateur. On compte le nombre de particules qui sont rebondies dans certaines directions. Alors l'ordre de magnitude d'une luminosité, j'ai mis des ordres de grandeur. Donc au CERN, au LHC, c'est 10 à la 10-34 protons par centimètre carré par seconde. Ouais. C'est toujours bien d'avoir des ordres de grandeur en tête, pour savoir de quoi on parle. Et alors oui, donc la section efficace, donc on peut l'intégrer, ça c'est la section efficace totale, ça c'est la section efficace différentielle par unité. Hein. L'ordre de grandeur, donc par exemple si on regarde un peu au LHC, donc je vais un peu vite sur certains détails parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais les transparents seront disponibles. Si on regarde un peu l'ordre de grandeur au LHC, qu'on fait un peu une ordre de grandeur, on a plus ou moins 1 milliard de collisions par seconde. Donc c'est important de savoir ça avant de faire l'expérience, parce que ça veut dire, ça c'est grosso modo proportionnel au nombre de données que vous allez devoir traiter. Hein. Donc il faut bien être conscient de ça. C'est toujours important de savoir les ordres de grandeur de l'expérience que vous allez travailler. Et alors, la section efficace sont mesurées en unités qui peuvent paraître un peu bizarres. Ça c'est un B. Alors le B il vient d'où? Il vient de Barn. Alors je suis bon, il y a des unités aussi de l'électronvolt, mais on va pas trop en parler, donc je vais un peu passer ça. Par contre, le barn, c'est un peu curieux, là, c'est une anecdote. Je sais pas si vous savez pourquoi on appelle ça un barn. Donc un barn, c'est une grange en anglais. Donc les physiciens durant le projet Manhattan, quand ils développaient la bombe atomique, ils avaient besoin d'une unité pour des sections efficaces comme ça, de réactions nucléaires. Et donc ils se disent ils travaillaient beaucoup avec l'uranium, et ils se disent si on donne un nom dérivé de l'uranium, ça va être un peu évident qu'on fait des trucs qu'on n'aimerait pas que les autres sachent qu'on fasse. Donc il se dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme unité qui n'a rien à voir avec la physique nucléaire et qui est une unité de surface et quelque chose de grand. Et en fait, ils se sont dit une grange, parce qu'en fait, il y avait une expression aux États-Unis, c'est des cow-boys, quoi. Donc il y a quelqu'un qui ne sait pas bien tirer. On dit qu'il n'arrive même pas à tirer sur une grange. Donc en fait, une grange, c'est grosso modo une image de quelque chose qui est très grand. Donc, ils se sont dit, un barn, c'est grosso modo la section transversale d'un noyau d'uranium. Donc, c'est de l'origine du mot barn. Voilà. Et vous avez la conversion en mètres ou en mètres carrés, ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour parler des unités, mais ouais. Donc, ça, ici, j'avais parlé de la section efficace. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais donc on a parlé que la section efficace, c'est quelque chose qu'on calcule de manière expérimentale, en comptant le nombre d'événements dans une direction, mais on sait faire un calcul théorique aussi, en fait. Donc évidemment, la section efficace, ça a à voir avec ce qui sort. C'est donc D sigma, c'est l'angle de sortie. Et
donc le truc, c'est que si on a une idée, un modèle, une théorie, une hypothèse sur ce qui se passe, eh ben on peut relier, on peut calculer ceci. Et donc évidemment, il faut relier ça avec l'entrée. Avec l'entrée, c'est quoi? C'est typiquement ce qu'on appelle B, c'est ce qu'on appelle un facteur d'impact. Donc quand on tape directement au centre, quand on a directement au centre, on a un facteur d'impact 0, et si on est décalé de quelques centimètres, ben on a quelques centimètres de facteur d'impact. Et donc la section efficace, cette formule-là, donc je vous laisserai faire les maths en parallèle, mais ça nous permet de relier un peu en fait ce qui rentre à ce qui sort. Et alors ici, donc, je ne vais pas faire le calcul, mais par exemple, si on fait une collision élastique, donc on a un projectile de dimension nulle qui arrive sur une sphère et qui rebondit élastiquement sur une sphère, c'est un calcul relativement facile à calculer. Et on se rend compte qu'en fait, la section efficace, ben, c'est bien ce qu'on observe, c'est bien une section efficace de pi r carré, c'est-à-dire la section transversale qu'on voit quand on voit une sphère, ben, sa section transversale, c'est bien pi r carré. Donc, ça c'était pour vous illustrer qu'en fait, la section efficace, c'est aussi quelque chose qu'on peut calculer. Et d'ailleurs, on va voir que Rutherford l'a aussi calculé, si on a un modèle. Et que c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Donc, revenons à l'expérience de Rutherford. Donc, il se rend compte, il se dit, on se rend compte qu'il y a à peu près une particule alpha sur 20 000, donc c'est pas beaucoup, hein, mais c'est pas zéro non plus. Donc, 1 sur 20 000, avec son dispositif actuel, il pouvait quand même détecter ça de manière non négligeable. Il avait plusieurs événements. Si ça avait été 1 sur 200 millions, ben, il n'aurait peut-être pas trouvé, en fait. Hein. Donc, pour ça, lui ne savait pas le faire, mais c'est toujours intéressant de savoir l'ordre de grandeur de ce qu'on veut mesurer, pour savoir si on va le mesurer ou pas. Ouais. Et donc, conclusion, l'atome, vu que c'est 1 sur 2000, ok, il y a moyen de faire des ordres de grandeur, mais donc c'est grosso modo, ça veut dire que une fois, ça ne rencontre un atome qu'une fois sur 20 000. Donc ça vous permet de donner une estimation de la surface transverse d'un atome, d'un noyau vis-à-vis du matériel. Ok ? On va voir que juste après, il arrive à faire une estimation de la taille de l'atome, pas du noyau. Toujours avec le même calcul. Donc, voilà. Donc, Rutherford, il se dit, il va même plus loin. Donc, il a réussi à trouver l'interprétation. Là. Il va même plus loin. Il se dit, on peut faire un calcul. Et il dit, donc, je montrais un peu comment on faisait un calcul très vite. Si c'était une sphère solide et une particule, un choc élastique, en fait, lui, il sait bien que c'est pas un choc élastique. Il se dit, ma particule alpha, elle est chargée 2 fois. Mon noyau, il est chargé électriquement. L'interaction entre les deux, ça doit être l'interaction coulombienne. Et donc, à partir de l'interaction coulombienne, donc que vous connaissez, on peut calculer la section efficace. Donc il l'a calculé, et on voit que pour une direction donnée, donc si on regarde le nombre de particules qui vont dans une direction donnée, ça va comme 1 sur l'énergie au carré. Donc c'est-à-dire que l'énergie, je peux mesurer l'énergie de mes particules, et je regarde, et pour une direction donnée, je vois que ça va comme 1 sur E, 1 sur l'énergie au carré. Et donc ça, c'était son calcul. Le point, il tombe là, hop, parfait accord entre l'expérience et la théorie, jusqu'à une certaine énergie. Tiens, pourquoi donc? Et donc c'est clair que Rutherford, il s'est dit, ça tombe, c'est parce qu'en fait, si j'augmente l'énergie cinétique de ces particules-là, elles vont se rapprocher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avant d'être déviées. Ça se paraît intuitif. Et donc il se dit, à mon avis, si ma formule elle ne marche plus, c'est parce qu'en fait, il a quelque part, il a pénétré la barrière coulombienne, c'est-à-dire qu'il est allé trop près. Et donc, il a passé, en fait, il est allé à l'intérieur de la couche d'électrons. Et donc, c'est plus du tout la même chose que s'il vous voyez une source... il a pénétré le noyau, en fait. Et donc, il se dit, je vais estimer, grâce à cette formule, en fait,
la taille, la taille des noyaux. Il se dit en fait, si ma particule est trop chargée, trop énergétique, elle va rentrer. Ce bouton, elle va rentrer dans le noyau. Et donc ma formule qui a une interaction coulombienne avec Z charge électrique ne marche plus. Et comme je peux mesurer l'énergie ici de environ 25 MeV, cette unité dont on n'a pas parlé, on peut en fait déduire qu'on a des atomes qui sont de l'ordre d'une dizaine de Fermi. Donc on voit que Rutherford, il a découvert la réactivité, il a identifié des différentes sources de radioactivité, il a mis à l'épreuve le modèle de Thomson, il a fait l'expérience, il a pensé l'expérience, il a interprété le résultat de son expérience, il a fait un calcul théorique, donc il a fait l'expérience et le calcul théorique pour comparer, et il a même donné une interprétation quand son calcul ne marche plus. Donc c'est quand même assez impressionnant pour une seule personne. Dans les années qui suivent, en fait, donc à l'époque, on n'avait toujours pas identifié le proton. Le proton est venu un peu après, quand en fait Rutherford, comme il avait sa source d'alpha, il a envoyé ses alphas à peu près sur plein de matériaux différents. Il s'est rendu compte que dans l'air, ces particules d'alpha dans l'air, elles créaient une particule chargée positivement qui avait l'air d'être beaucoup plus, d'avoir des propriétés très semblables à ce qu'on appellerait un proton, le noyau d'hydrogène. En étudiant un peu plus de plus près, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment l'air, c'était les molécules, les atomes d'azote de l'air. Donc, en faisant de l'azote, il a réussi à isoler des protons. Alors c'est très important parce qu'une fois qu'on arrive à isoler des protons, des protons sont chargés, on peut les accélérer, on peut en faire des faisceaux et on peut les envoyer sur d'autres, et c'est comme ça qu'en fait on peut faire de la physique nucléaire, la physique des particules. Toujours dans le même laboratoire, donc dans le laboratoire de Rutherford, Chadwick, qui travaillait dans le même labo, a identifié le neutron. Alors donc avec des particules alpha, toujours, cette fois-ci sur du beryllium. Le beryllium, parce qu'il contient, donc pourquoi il émet des neutrons, il a 5 neutrons et 4 protons. Donc il a assez tendance à produire un neutron isolé. C'est toujours à l'heure actuelle, le beryllium, c'est toujours à l'heure actuelle ce qu'on utilise pour produire des sources de neutrons. Il y a d'autres atomes qui sont beaucoup plus lourds, qui émettent des neutrons, mais ils vont produire des choses radioactives ou quoi. Le beryllium est assez léger pour qu'en fait il produise juste un neutron et quelque chose de stable. Donc le beryllium est toujours à l'heure actuelle ce qu'on utilise pour produire des neutrons. Les neutrons ne sont pas beaucoup utilisés en physique des particules parce que comme ils sont neutres, on ne sait pas les accélérer. Mais par exemple, là, j'ai travaillé à l'université d'Indiana, ils utilisaient beaucoup de sources de neutrons, ils utilisaient regardez un peu la demi-vie du neutron, parce que la demi-vie du neutron, ça a à voir avec d'autres interactions fondamentales en physique des particules, comme l'interaction faible, des choses comme ça. Alors, allons un peu plus loin dans le temps. Donc maintenant, nous sommes en 1935, et là, c'est la première fois donc on va avoir un papier théorique où on va postuler l'existence d'une particule. Donc le papier qui est disponible, que vous pouvez lire, il appelle ça des quanta massifs. En fait, il prend l'équation d'onde, Yukawa prend l'équation d'onde que vous connaissez, Glenn Gordon, si vous avez entendu, pour des photons. Et Zika, les photons, en fait, on sait que les photons, c'est le médiateur de l'interaction électromagnétique. Distant, masse nulle, distance infinie. Mais pour l'interaction nucléaire, donc il se demandait pourquoi les protons et les neutrons restaient ensemble dans les noyaux. Il s'est dit peut-être qu'en fait il existe une force à distance très courte qui les maintient. Mais si l'interaction est très courte, ça doit être une particule qui doit avoir une masse.
Parce qu'il faut s'échanger cette particule. Donc il a juste modifié l'équation d'onde d'un photon en lui donnant une masse. Il appelle ça quanta massif. Et il décrit, et alors il dit même, les paramètres pourront être calculés en étudiant la réaction nucléaire. Et dans l'avant-dernière phrase de son papier, il dit, ce quanta massif pourrait être, peut-être observé par les rayons cosmiques. Alors pourquoi il parle de rayons cosmiques? Parce que donc aussi on est dans une époque avant vraiment les accélérateurs, hein, on est une pré-accélérateur, NR pré-accélérateur, mais les gens avaient compris en fait que dans les rayons cosmiques viennent de l'espace des faisceaux de particules comme ça qui arrivent, qui entrent en contact avec l'atmosphère, et donc qui produisent d'autres particules que, en fait, on peut observer si on va dans les Pyrénées ou dans les Himalayas avec des cellules photovoltaïques, avec des chambres à bulles, avec des cellules photovoltaïques. Et on peut, en fait, découvrir des nouvelles particules en regardant les rayons cosmiques. Alors, le pion avait été prédit. Des gens, par exemple, donc, ces personnes sont allées dans l'Himalaya, en se disant on va chercher une particule qui a telle masse, telle charge électrique, et ils en trouvent une. Eh bien, c'était pas le pion en fait. C'était parce qu'en fait, il y a un muon. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert le muon. Le muon, c'est juste un gros électron. Donc, c'est pas une particule qui subit l'interaction forte. C'est pas une particule nucléaire, mais elle a une masse très similaire et une charge électrique aussi. Donc, le muon a été ils cherchaient le pion et en fait, ils ont trouvé le muon. Ils ont trouvé le muon, mais juste après en fait. Hein. Mais la première fois, ils se sont un peu trompés. Enfin, donc, c'était une découverte accidentelle. Quelques années après, en fait, on a réussi à produire des pions en Californie de manière en laboratoire, toujours avec des particules alpha, sur des atomes de carbone cette fois-ci. Voilà. Donc, alors, à ce moment-là, on commence à avoir beaucoup de particules. Donc, par exemple, on commence à avoir des protons, des neutrons, des pions. Et c'est là que, en fait, ces deux particules ont la même masse, enfin pratiquement. Et ces particules-là aussi ont pratiquement la même masse. Donc là vient en fait Heisenberg, que vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il a le principe à son nom, mais c'est lui qui s'est dit, tiens, si ça a presque la même masse, il y a peut-être une symétrie derrière, en fait. Quand il y a des choses qui ont les mêmes caractéristiques, il y a peut-être un groupe de symétrie derrière. Donc lui, il a réussi à formuler ça, en fait, et il s'est dit, je vais appeler ça une symétrie isotopique, parce que c'est des isotopes différents. Maintenant, on appelle ça isospin, parce que cette symétrie, comme on va le voir, en fait, elle est très, très similaire à ce qu'on appelle le spin. Et donc, en gros, l'idée, c'est que en fait, la seule différence, c'est la charge électrique. Grosso modo, si on pouvait éteindre la force électrique, ou l'électromagnétisme, on va dire, ces particules, on ne pourrait pas faire la différence entre un proton et un neutron, ou entre les pions. C'est la même particule. Okay. Voilà. Donc, et alors, on appelle ça des nucléons. Donc, par exemple, voilà, le plomb a 208 nucléons. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur c'est quoi le spin. Donc, en gros, d'où ça vient, c'est qu'en fait, il faudrait déjà se mettre d'accord, c'est quoi une particule? Alors, une particule, ça doit être quelque chose qu'on doit pouvoir identifier, tout le monde doit pouvoir identifier et identifier de la même façon. C'est-à-dire, imaginons, prenons 3 observateurs, Alice, Bob et Charlie, les 3 mêmes toujours, et on va dire Bob, il a une certaine vitesse par rapport à Alice, et Charlie tourne. Ce sont des observateurs qui sont en des mouvements relatifs, ok? Si maintenant, donc ils voient passer une particule, ben forcément, c'est pas la même vitesse pour les 3, ok? Donc si, par exemple, on identifiait une particule vis-à-vis de sa vitesse, je ne sais pas moi, si par exemple quelque chose qui a une vitesse de 10 km/h, on appelle ça une chaise, et 100 on appelle ça une table, ben, un dirait moi je veux une chaise, moi je veux une table. Non, c'est pas possible, c'est la même particule. Donc, ce qu'on appelle particule, ça doit être quelque chose qui doit être invariant vis-à-vis des observateurs, ok ?
Et ça, en fait, on peut formuler ça en manière mathématique et on peut démontrer qu'en fait, il n'y a que 2 invariants pour toutes les transformations de l'espace. On appelle ça la masse, que vous savez, c'est quoi la masse, je suppose. Enfin, c'est peut-être un peu plus subtil que ce que vous pensez. Mais, et en fait, il y a une autre caractéristique, c'est le spin. Donc en fait, si mathématiquement vous dites, moi je veux que tout le monde soit d'accord sur le fait de ce que c'est qu'une particule, eh ben, vous êtes obligé de dire une particule c'est une masse et un spin. Voilà. Alors c'est quoi un spin? C'est un peu comme un moment angulaire aussi. Donc si on devait... si on dit par exemple qu'on a un spin S, ben on dit qu'il y a 2 S plus 1, je ne sais pas si ça parle à des gens, si on peut faire quelques exemples. Par exemple 1,5 ben, fois 2 plus 1, ben, ça fait 2, 0, ben, ça fait... Ah, j'ai appuyé sur l'autre bouton. Non, mais maintenant vous avez déjà tout vu. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai dit, je préfère un bâton, hein. C'est beaucoup mieux. Et donc, par exemple, donc là, j'en étais là, si c'est un spin 1, ben, il a 3 projections. Donc voilà. Et alors, il y a une règle de couplage. Ça ne va pas être important, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si vous avez 2 spins, ben, vous pouvez les coupler. Donc, si vous avez 2 spins 1,5, ben, la règle, c'est que vous pouvez faire juste entre la somme et la différence. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aller entre la différence et la somme. Donc, par exemple, 1 fois 3, ça fait 2 plus 3 plus 4. Ça ne va pas nous servir, mais c'est parce qu'après, quand on parlera des quarks, il y a une généralisation de ça. Donc, vous inquiétez pas si ça paraît un peu compliqué. Donc, en fait, là, on a un doublet d'isospin, on a un triplet d'isospin, et on a une famille à 4. Ah, encore ce bouton. Donc, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, apparemment, là, on a l'impression qu'il y en a 9 particules. 2 plus 3 plus 4. Alors qu'en fait, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. C'est juste, pour l'interaction nucléaire, il n'y en a que 3. Donc, ça permet un peu de réduire le nombre de degrés de liberté de la théorie. Et en plus, cette théorie d'isospin nous permet de faire des prédictions bien concrètes. C'est-à-dire que si on regarde le mode de production du delta vis-à-vis du pi0 et du p, ben on sait que ça va être 2 fois celui si on le produit avec un pi moins et un neutron en fait. Donc on peut faire on peut donner, donc si on en connaît si on en connaît une, on peut en fait calculer tous les autres dérivés. Voilà. Alors maintenant, venons donc à ce moment-là, on a les protons, les neutrons, les pions qui sont connus. Et donc les gens continuent à aller dans les montagnes avec des cellules photovoltaïques ou des chambres à bulles comme ici. Ce sont des personnes, ce sont des experts, ils ont des yeux très avisés. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ont découvert une nouvelle particule avec 2 événements, donc 1 et 2 événements, où, comme je dis, il faut vraiment avoir un œil d'expert, où en fait, ici, on a une particule qui a traversé, et puis hop, qui s'est divisée en 2, et puis là aussi, pareil. Donc on a, je pense, ici et là, on a une trace en V. Donc on avait 2 événements assez bizarres qui ne répondaient pas aux particules qu'on connaissait avant. Okay, et quelques temps après, je pense l'année d'après, on s'est rendu compte que la même particule, donc même masse, même charge, au lieu de se désintégrer en 2 pions, parce que ça, on savait que c'était des pions, on savait la masse, on savait la charge, on s'est rendu compte qu'ici on a la même particule qui s'appelait tau à l'époque. Donc ça c'était θ et ça c'était tau à l'époque. Je ne vais pas parler de la différence entre les deux, hein, et là en fait la particule arrive. Donc vous voyez la dimension ici, hein, donc micron c'est 10-6. Hein. Donc elle arrive ici et puis se désintègre en 3 pions. Et alors là ils ont appelé ça la trace en K. Et du coup, de fil en aiguille, ce méson tau, il est devenu méson K. Et maintenant on dit kaon en fait. Donc l'origine du kaon, c'est ça en fait. Et alors si ça vous... Donc on parle de la fin des années 40. Si ça vous intéresse, j'ai trouvé ce site-là où en fait on a toute l'histoire. C'est là où j'ai pris les photos. Ça c'est bien fait. Si ça vous intéresse de voir un peu ces chambres à bulles. Donc voilà. Donc on a ce méson kaon
qui a des propriétés assez bizarres. Mais les physiciens ils disent même étranges. Ils ont vraiment utilisé le mot étrange, comme vous allez voir. Et de plus en plus, on trouve de plus en plus de particules qui ont des propriétés un peu étranges comme ça. Donc par exemple ici c'est une autre trace, donc on a une trace de collision ici, on a une particule qui se propage, puis si on n'a plus rien, donc ça veut dire si on ne voit pas, ça veut dire que c'est neutre. Donc les chambres à bulles, ça prend des traces sur tout ce qui est une charge électrique, positive ou négative. Et donc ici, ils disent, ici on a une nouvelle particule qu'on ne connaissait pas et qui se désintègre en un proton et un pion. Nouveau, particule étrange. Je dois terminer ? Ouais, ok. Ça va. Donc, j'ai bientôt fini. J'ai Gell-Mann. Alors, en fait, Gell-Mann, donc, je pense que Fabien, il a parlé de son papier pionnier en 64. Je voulais juste mentionner que il n'a pas fait un seul papier en 64 où il a tout trouvé. En fait, déjà une dizaine d'années auparavant, il étudiait déjà la classification des particules. Donc les physiciens disaient particules étranges. Donc lui, il avait même essayé de le mettre dans un titre du journal. Mais ils ont refusé en fait. Donc lui, il voulait mettre Isotopic Speed and Curious Particles, il ne voulait pas. Strange Particles, il ne voulait pas. Il dit non, le seul nom un peu pompeux qui était acceptable, c'était New Unstable Particle. Voilà. Donc voilà. Donc, il y avait d'autres particules. Alors ici, c'est la découverte du Phi. Alors ici, vous voyez qu'on a à peu près 40 événements dans une seule expérience. Donc avant, on avait une ou deux. Maintenant, on en a 40. Maintenant, à l'heure actuelle, on en a beaucoup plus. Et donc, vous voyez que les 40, on peut les représenter de manière différente. Maintenant qu'on en a plus, on ne va pas publier 40 photos. OK. Alors, je vais aller un peu plus vite. Et alors, donc ça, c'est juste pour dire qu'en fait, les maisons qu'on connaît, on peut les catégoriser. Donc, je vais aller un peu plus vite parce que donc Gell-Mann. Donc là, on est dans le papier de 64, on est vers la fin de mon exposé. Donc Gell-Mann prend certains baryons, donc qui ont les mêmes propriétés, et arrive à les classer. Donc je pense que Fabien a donné plus de détails pour ça. Mais donc, en partant de la théorie des groupes, en généralisant les rotations comme on a fait, il arrive à représenter ces baryons sous certains schémas. Et donc, celui-ci, par exemple, il savait qu'en fait, il manquait une particule. Et donc, il s'est dit, à chaque saut de ligne, il y a à peu près 150 MeV de différence, et il y a une charge électrique en moins. Donc, plus, 0, moins, et la masse, autant, quoi. Donc, prédiction. Il dit, prédiction, 2 fois étrange, négative électrique, une charge électrique négative et une masse d'à peu près autant, en 62. En 64, ici, comme vous pouvez le voir, évidemment, il y a un maison oméga. Alors, je ne sais pas si Fabien a montré ça. Quelqu'un sait où il est, le oméga ? Alors la collision, elle a eu lieu ici, et en fait le oméga, il est là en fait. Il est là. Et donc vous voyez qu'ici, il y a encore un petit... En pointillé, ce sont des particules neutres. Donc ça, c'est une particule neutre. Et puis là, ici, il y a un photon ici qu'on ne voit pas, qui est là. Donc voilà. Donc vous vous rendez compte que les expérimentateurs à l'époque, c'était vraiment des experts pour identifier des particules connues ou pas connues, suivant des tracks comme ça, donc des traces comme ça. C'était jusque fin des années 80. Donc même ici, donc on en parlait. Donc la femme de Claude a participé. Donc ici, on regardait un peu les tracks jusque dans les... On est passé à l'électronique au début des années 90, on va dire. Donc voilà. Ah oui, et alors je terminerai là-dessus. Donc on avait les quarks, vraiment très 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 rapides. On a parlé du photon qui est le médiateur de l'interaction de l'électromagnétisme. Les quarks en fait, eux ils s'échangent des gluons. Et donc il y a quand même quelque chose qui est quand même assez important en 79. C'était vraiment la preuve expérimentale des gluons par ce qu'on appelle l'événement à 3 jets. Qui était assez... Donc c'est vraiment... J'aime bien ça parce que c'est
c'est une preuve empirique, là, expérimentale d'une particule qu'on verra jamais isolée en fait. Mais on voit vraiment 3 traces. Ah ouais, voilà, donc c'est encore le bouton. Donc on voit aussi encore 3 traces très bien dans le détecteur. Et donc sur cette preuve expérimentale de l'existence du gluon, j'en terminerai là et je vous invite à poser quelques questions alors. Voilà, merci Vincent. C'est bien, tu as été très très généreux en explication, mais ça va, c'est bien. En tout cas, moi ça m'a plu, j'espère que ça vous a plu aussi. Bon, on a peut-être le temps rapidement pour 1 ou 2 questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ? C'était très clair alors. Ah, c'était limpide, visiblement. Oui ? Allez. Non, j'ai dit que c'était limpide. Ah. Ah pardon, j'arrive. Je pense que c'est pas assez fort. Non. C'est pour l'enregistrement. Oula. Alors je ne peux pas poser de questions. Comment tu vas? Une question de chimiste. Ouais. Tu as montré, donc, tu as dit il y a deux grandeurs qui sont invariantes, la masse et le spin. Ouais. Et la charge n'est pas invariante? Non, mais c'est des degrés, ça n'a pas à voir avec les transformations de l'espace, en fait. Tu peux avoir toute charge des symétries internes, si tu veux, mais je parlais du point de vue des... Donc, oui, elle est invariante, mais je parlais du point de vue des transformations de l'espace ordinaire, en fait. Après, oui, tu peux avoir la charge, la parité, tu peux avoir d'autres charges vis-à-vis d'autres interactions. Donc la charge électrique, c'est la charge pour l'électromagnétisme. Mais oui, tout à fait. C'était un autre point de vue. En fait. Je suis un peu rassuré. Okay, oui, merci. Oui, bien sûr. Oui. Il y a d'autres charges faibles, d'autres nombres quantiques qu'on peut associer à des particules. Voilà, très rapidement, une autre question. Ouais. Dis-nous en 2 mots ce que tu fais actuellement, tout simplement. Je suis en visite ici pour travailler avec Cyril. Moi, je fais... En fait... Donc je suis théoricien, donc je fais à la fois les modèles pour expliquer ce que mes collègues expérimentateurs trouvent dans les données. Donc plus particulièrement avec par exemple au LHCb, donc c'est une des collaborations du CERN, et au JLab aux États-Unis, donc ils cherchent des particules qui sont, on va dire, pas dans le modèle de quark, donc pas des mesons, pas des baryons, donc des mesons hybrides ou des particules exotiques. Donc si vous regardez le press release du CERN, vous allez voir le nom générique, quand on ne sait pas ce que c'est, on appelle ça XYZ, X, Y ou Z. Et donc, on essaie de faire des modèles pour essayer de comprendre si on va les observer, si on les observait, c'est quoi ces particules. Est-ce que c'est des pentaquarks, est-ce que c'est des tétraquarks ou des choses comme ça. Donc, je fais un peu des modèles théoriques pour essayer de faire l'interface entre théorie et expérience. Voilà. Merci Vincent, je pense qu'on peut encore l'applaudir une fois. Voilà, et je pense que comme il est déjà presque 30, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Merci d'être venu, merci d'être toujours aussi fidèle au séminaire Sandwich.